Aujourd'hui, on est en compagnie de Steve Rudgen, qui est courtier hypothécaire ici au Québec. Puis on va discuter de comment est-ce que la technologie de la blockchain va venir révolutionner cette industrie-là. Sur ce, bonne écoute! So guys, avant qu'on commence, comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perdre, voire grande perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est ça que je connais, hein? Ça, t'as pratiqué, hein? T'as pratiqué souvent. All right, guys. Mais enchanté de t'avoir sur le podcast avec nous. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux juste prendre 30 secondes pour nos auditeurs qui sont un peu partout dans le monde aussi pour te présenter puis expliquer un petit peu plus c'est quoi courtier hypothécaire? Parce qu'au Québec, on le sait, mais il y a d'autres endroits dans le monde que ça a des termes, des noms différents. Donc, un petit peu expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Parfait. Ben écoute, 30 secondes, ça va être difficile. Déjà, j'ai perdu 10 secondes en disant ça. Tu peux prendre 30 secondes, Samuel. Ça, c'est comme 2-3 minutes. Donc, courtier hypothécaire, j'ai commencé à l'âge de 22, j'ai aujourd'hui 30. Ça paraît pas, les gars. Je parais plus jeune, right? T'as le baby skin. Baby skin, Oh, exactement. ouais. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé à l'âge de 22 avec aucune connaissance, aucune expertise. Je sortais... mon emploi juste avant ça, c'était McDo et je faisais agent de sécurité en temps partiel. Donc, je viens d'un parcours assez long, je dirais. Ça a pris du temps pour avoir du succès. Aujourd'hui, je suis un investisseur en immobilier. Je suis également prêteur privé, funds manager, gestionnaire de fonds privés, je dirais. Alors, je fais beaucoup de choses, toujours dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais peut-être apprendre la crypto, peut-être décider d'investir un peu là-dedans. C'est fou parce qu'il y a quelques années, pendant que je travaillais au McDo, j'avais investi pour la première fois dans la crypto-monnaie, dans les bitcoins, quand ça valait genre $100. Alors, dites-vous que je regrette énormément de ma décision d'avoir vendu toutes mes bitcoins. Et c'est ça, donc aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'investisseurs, ceux qui veulent acheter des gros logements, des multilogements, je dirais. Et je voyage un peu dans le monde parce que je fais des podcasts comme vous. Alors, des fois, je m'en vais aux États-Unis pour faire certains podcasts avec des gens intéressants. Je trouve que le podcast, ça permet de bâtir une relation avec les individus, autant donner cette information à plusieurs personnes. Mais quand on passe 1 heure de temps, ben, on apprend à se connaître, puis des fois, ça se développe à d'autres relations d'affaires, quoi. 100%. Donc, je dirais que c'est un peu pas mal ça, mon histoire. Génial. Puis pourquoi tu as décidé de choisir cette industrie-là parmi plein d'opportunités qui existent? Bonne question. Écoute, c'est rare que j'en parle. J'étais un peu en dépression après McDo pendant que j'étudiais à l'université. Quand j'étais plus jeune, en fait, dans tous les boulots que j'ai eu, tous les emplois que j'ai eu, on m'a mis dehors. Dans les écoles, j'ai dû changer d'école plusieurs fois. Puis quand j'étais au collège, je savais ce que je voulais faire, c'était la comptabilité. Je voulais devenir un CPA. Ce qui arrivait, c'est que quand je rentre dans un domaine, j'ai fait mes recherches et même je visualise un peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Donc, je savais que moi, mes parents, ils ont un dépanneur et il y avait ce comptable qui chargeait dans $200 par mois pour faire leur comptabilité. Alors, j'ai dit, si je pouvais avoir un 100 dépanneurs ou 200 dépanneurs à charger $200 le mois, ben, je vais avoir un bon revenu mensuel. Alors, moi, j'étais tout excité, je rentre à l'école, je commence à étudier, puis j'ai perdu un peu la motivation parce que la comptabilité, c'est pas ce que je m'attendais, c'est très routinier. Et tu travailles avec les calculs, tu travailles avec des factures, c'était pas si impressionnant comme job. Alors, je commençais à manquer un peu les cours, je commençais à glander, je dirais, dans les cafétérias, à niaiser, comme tous les jeunes qu'on fait quand on est au collège. Et à un certain point, étant donné que j'étais pas un élève modèle, on m'a mis dehors de l'école. Alors là, j'étais un peu perdu parce que je suis une personne que quand je rentre dans quelque chose, je viens avec des plans. Et mon plan a toujours été de devenir comptable. Alors quand on m'a mis dehors de l'école, on m'a donné une chance. C'est-à-dire, je devais faire une rencontre avec toutes les personnes importantes à l'école pour savoir pourquoi ils devraient me reprendre. Et je l'ai gâché à un autre niveau. Là. En fait, c'est l'art de vendre, l'art de communiquer. Je n'étais pas bon là-dedans aussi quand j'étais à l'école.
Alors, on m'a donné cette chance, puis j'ai comme vraiment gâché cette chance en disant n'importe quoi. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça n'a pas été, ça s'est pas bien passé. Alors, on m'a mis dehors de l'école. J'ai dit, OK, bon, je vais attendre jusqu'à mes 21 ans pour aller à l'université. Donc, au Québec, on a la chance de pouvoir aller à l'université à 21 ans. Donc, je suis allé Si tu fais 10 000 heures dans un emploi, n'est-ce pas? Non, même pas. C'est juste, tu attends 21 ans, puis tu vas aller que... OK. Tant et si longtemps que tu as ton secondaire 5. Alors, je rentre à Concordia. Là, je commence à m'éduquer un peu sur les finances et dire, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, je rentre en finance à Concordia et guess what? Je me suis rendu compte que je n'étais pas passionné. Je commençais à manquer les cours également. Puis, c'était des cours en ligne. Alors, je savais pas que, bon, en ligne, il faut vraiment être extra motivé pour suivre les cours. Et beaucoup de matières, je ne comprenais pas. Donc, je commençais à manquer plusieurs des cours. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que, étant donné que je savais que c'est pas ça que je voulais faire, j'étais un peu perdu. Je suis tombé en dépression pendant peut-être un mois, je dirais. Je suis quelqu'un qui se relève vite par la automotivation, je dirais. Je me fais m'auto-motiver. Je dirais que, étant donné que j'étais démotivé, j'ai une discussion avec ma fiancée aujourd'hui. Et elle me dit, t'as toujours été un gars qui savait où ce qu'il allait, où ce qu'il va. Puis c'est pas quelque chose en toi, cette phase. Je suis sûr que tu vas être capable de relever. Alors, j'ai pris ces conseils. J'ai dit, you know what, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec un de mes amis. Il me dit, écoute, j'ai une personne qui travaillait du Vietnam, qui faisait des hypothèques ici au Québec. Il travaille au Vietnam pour des clients québécois. Il dit, c'est quoi ce boulot? Il me dit, c'est courtier hypothécaire. Je ne savais pas trop c'était quoi courtier hypothécaire. Je vais sur Google, je commence à regarder c'est quoi le métier du courtage hypothécaire. Puis j'apprends sur Google que c'est un métier qui permet d'accompagner les clients pour leur financement. C'est un service gratuit. Donc, le client vient vers toi et tu vas négocier pour le client. On a accès à une vingtaine de banques. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce boulot? Tu peux travailler de partout dans le monde aussi, ça c'est important. C'est ça que je veux faire. Je pensais que c'était facile. C'est un service gratuit. Alors, tout le monde devrait me contacter, quoi. Right? C'est seulement quand je suis rentré dans le courtage que j'ai appris que c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu bâtis ton nom, il faut que tu bâtis ta réputation, il faut que tu sois un expert de ta matière. Puis le courtage, l'école ne t'aide pas nécessairement à aller chercher la clientèle. Ils t'apprennent sur papier, c'est quoi les ratios d'endettement, c'est quoi, comment étudier un bureau de crédit. Je pense qu'ils t'apprennent à comment étudier un bureau de crédit ou même pas. Alors, ça a été... tu devais apprendre dès que tu rentres par ton cabinet si tu as un bon mentor. Ça a été extrêmement difficile. Je me rappelle, il y a 4 ans, mon T4 2021, ça disait que j'ai fait 21 000. Donc, mon succès, j'ai eu vraiment récemment par l'explosion des réseaux sociaux, les podcasts, par association avec des personnes importantes au Québec. Alors, mes premières 4 années, ça a été extrêmement difficile. Je n'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup appris. Je travaillais pour un des mentors qui était un des kings du financement. Alors, lui, il vendait tout ce qui bougeait. Il y avait cette obsession de vendre n'importe quoi. Même si ce n'est pas business, il veut te convaincre. Alors, je me suis dit, si je m'associe avec cette personne, puis je regarde tous les jours comment il vend, comment il parle, comment il bouge, comment il danse, ben, un jour, je vais devenir exactement comme lui ou meilleur. Il avait cette facilité à communiquer également. Il avait cet art de communiquer avec beaucoup de personnes en même temps. Donc, l'art de parler devant un public. Et je me souviens comme c'était hier, il y avait un événement où on était 200 personnes, puis il a commencé à parler de son histoire, puis à un certain point, tout le monde était triste. Il y en a qui pleuraient par son histoire. J'ai dit, ça, c'est un art. De savoir comment échanger et de transférer un peu tes émotions à des personnes autour de toi. Et moi, j'avais la phobie de parler devant un public. Alors, je me suis dit, il faut que j'apprends cet art de parler devant un public. Et quelques années plus tard, ben, là, aujourd'hui, on a rempli le Palais des Congrès de Montréal de 900 personnes, où j'ai invité Ryan Serhan, Sugar Sammy, Olivier Primo, des gens importants au Québec, internationalement, nationalement également. Donc, tout a été possible parce que je voulais constamment apprendre. Constamment, j'ai jamais voulu accepter mon sort, la personne que j'étais autrefois. Puis aujourd'hui, il y a des monde qui me disent, c'est urgent, tu as du succès,
tu fais bien. Tu sais, pourquoi tu prends pas un peu de temps pour toi ou tu calmes pas un peu, là, tu ralentis pas. J'ai dit non, j'ai pas encore atteint où ce que je veux être. Puis j'ai dit, peut-être que dans 10 ans, je serai pas où ce que je serais non plus. Je serai pas satisfait. Ça, les entrepreneurs, right? On veut toujours continuer à progresser. Alors, c'est un parcours qui est pas mal long et intéressant. C'est des bonnes questions. Le temps file, alors j'aimerais qu'on passe sur Le sujet. l'autre partie du sujet où on parlait justement de blockchain, en tant que courtier hypothécaire et tout ce qui arrive. On pourrait continuer sur ce sujet qu'on est en train d'avoir pendant des Ça, heures. c'est 2 podcasts. C'est 2 podcasts Ouais. différents, ouais. Mais au début, justement, JP a parlé de comment est-ce que la blockchain peut venir révolutionner cet environnement-là. Toi, tu es dedans, tu baignes dedans. Tu nous as dit que tu as acheté des bitcoins à 100$ et ensuite, tu les as revendus. Thing happened. C'est jamais trop tard pour en reprendre. Des fois, c'est trop tôt, même. C'est souvent trop tôt. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ton secteur, à la blockchain, à cette nouvelle technologie-là, parce qu'elle est encore nouvelle, mais qui devient de plus en plus populaire et concrète aux yeux des gens? J'essaie de m'informer le plus possible. Ouais. J'essaie de m'informer le plus possible. Je ne suis pas un expert comme vous, les gars, certainement. Mais je sais que blockchain va je dirais, what's the word? Like, je cherche le mot, là. Comme... Tu peux le dire en anglais. Même en anglais, je cherche le mot. Tu peux le dire en sri lankais. Disrupt. Ouais. Disrupt, c'est comment on dit ça en français? Comment on dit disrupt en français déjà? Comme bouleverser. Bouleverser. Mais disrupt, c'est genre bouleverser. Bouleverser le marché immobilier, c'est certain. C'est juste une question de temps. Il y a certaines compagnies québécoises qui sont déjà en train de travailler sur des produits, sur des systèmes informatisés qui vont permettre de pouvoir bientôt avoir un changement. La première chose qui va probablement être bouleversée, c'est les notaires. Les notaires, si on recule un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils font comme boulot, les notaires, parmi les successions, les divorces et tout ça, ils vont enregistrer les actes hypothécaires, les actes de vente, achat au registre foncier. C'est-à-dire quand vous voulez acheter un immeuble, mais eux, ils sont là, ils sont la personne, l'une des personnes les plus importantes parce que c'est eux qui vont faire le transfert de titre. Right? Qu'est-ce qui arrive, c'est que le notaire existe pour faire ce transfert de titre. Mais imaginez dans un monde où tu t'achètes ton autre immeuble, tu prends ton application, tu t'entends avec le prix, et boum, le transfert se fait automatiquement. L'acte hypothécaire est enregistré sur le blockchain, donc plus besoin de registre foncier. Ça, c'est des choses qui arrivent dans les 10 prochaines années. Right? Donc là, les notaires, ils vont devoir peut-être réinventer, peut-être accompagner le blockchain. Je ne sais pas comment que ça va fonctionner, mais je sais que ça s'en vient. Les achats, les ventes vont se faire à travers blockchain, puis le blockchain sera le registre au Québec de toutes les données. Qui est le propriétaire de qui tantôt, avant le podcast, je disais, si je veux savoir si l'immeuble appartient à quelle personne, on a ces registres informatisés qu'on peut savoir en tapant l'adresse, c'est qui le propriétaire. Ça a été acheté à quelle année, il y a une hypothèque de combien, quelle est la banque, c'est quoi, des fois on peut savoir le taux d'intérêt, on peut remonter jusqu'à 20 ans en arrière. Mais si blockchain, sur un tapement de doigts, on est capable de savoir. C'est intéressant. Plus besoin de middleman pour pouvoir faire cette transaction. Les courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, ça va prendre un peu plus de temps selon moi. Pas parce que je suis dans le domaine, mais parce que c'est un peu plus complexe, je dirais, parce qu'il y a l'accompagnement qui est nécessaire de choisir la banque. Pourtant, il y a certains systèmes qui permettent d'automatiser. Tu vas avoir le meilleur taux, tu vas à la banque, tu vas voir un site web, tu rentres dans un site web, tu écris un peu ta situation, puis ils vont te sortir les taux. Mais du moment que ça devient complexe, c'est là que tu as besoin des gens comme nous. Donc, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de spécialiser le plus dans des produits complexes où on a besoin de l'intervention d'un humain. Right?
Alors ça, c'est les jobs qui vont partir un peu plus dans quelques années, là. Peut-être pas à court terme. Puis ce que les gens doivent comprendre quand on parle de blockchain aussi, parce que c'est important de le spécifier, contrairement à la croyance de la plupart des gens, blockchain, c'est pas égal à crypto. Beaucoup de gens sont comme, blockchain, puis tu dis, crypto immobilier. Non, non, non. Blockchain, c'est blockchain. Samsung, ils ont leur blockchain privé qu'ils utilisent depuis 2014-2015 pour transférer de la donnée. Il n'y a pas de Samsung token. So, tu peux utiliser la technologie blockchain de façon privée, sans que ça soit public, sans qu'il y ait un token, sans que ce soit relié à la crypto. Normalement, une bonne crypto va être sur une blockchain. Donc, la crypto est sur la blockchain, mais la blockchain peut être utilisée dans toutes sortes de situations, puis ça n'a rien à voir nécessairement avec un crypto actif. Sur ça, les gens doivent le réaliser. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que comme tu dis, quand tu te spécialises dans des choses qui sont plus complexes, les gens vont venir chercher de l'information parce qu'ils ne comprennent plus trop, soit ils ont besoin d'avoir cet échange-là et d'être, comme tu dis, accompagnés. Moi, ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est pas nécessairement que X, Y, Z compagnie utilise la blockchain, mais plutôt comment est-ce que la blockchain et les données de X, Y compagnie vont être connectées. Quand tu comprends un petit peu la blockchain, tu réalises que la blockchain, c'est magnifique, mais c'est un réseau fermé. Vu que c'est un réseau fermé, c'est très dur pour que l'information de l'extérieur aille vers la blockchain ou de la blockchain vers l'extérieur, ou même entre blockchains. Mais il y a des projets qui sont des oracles qui permettent de prendre, exemple, une compagnie qui est dans l'immobilier, ou prenons exemple des courtiers comme Remax ou whatever, et peut prendre toutes les données et là le connecter à la blockchain. So, il faut que les gens toujours se posent la question, pas nécessairement l'immobilier et la blockchain, mais plutôt quelle compagnie va faciliter la connexion entre les deux. Parce qu'il y a des compagnies qui vont venir faciliter la connexion entre les deux. Si on regarde des projets comme Pit Network, des projets comme Chainlink, ils sont rendus partout, ils travaillent avec tout le monde, ils sont même en train... Il y a un fonds de 500 millions qui vient d'être créé, on en a parlé au dernier podcast, là, dans les derniers podcasts, par BlackRock, pour être des fonds tokenisés d'actifs comme des private equity et tout ça. Mais BlackRock, ils n'ont pas été créés leur propre blockchain et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé à travers le réseau d'Ethereum, ils avaient besoin de connecter les données. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé Chainlink. Mais Chainlink, c'est un projet absolument incroyable. Et ça, c'est un projet crypto. Bien sûr, faites vos propres recherches, hein? Toujours. Mais c'est de réaliser où, c'est qui les joueurs clés. Par exemple, Chainlink, maintenant, ils sont en train de travailler avec Swift. Tu sais, les paiements internationaux Swift. Mais Swift, ils voulaient tout amener vers la blockchain et tout ça. Mais ils ne sont pas capables de le faire. So, ils sont allés voir Chainlink. Et Chainlink, c'est le partenaire officiel de Swift pour connecter toutes les datas vers la blockchain. De Swift vers la blockchain et de la blockchain vers Swift et de transfert de données, c'est Chainlink. Chainlink étant un projet crypto. Ça, c'est toujours super intéressant. Par exemple, les Jeux Olympiques, les gens ne réalisent pas, mais les Jeux Olympiques de 2024, il y avait plein de billets et tout, et d'événements aux Olympiques, où si tu regardais un petit peu entre les sports, en bas, tu voyais un code d'Ethereum. Parce que toutes les données étaient en train de passer sur Ethereum pour faciliter les données plus rapide et tout ça. Les gens ne réalisent pas nécessairement que quand on parle de blockchain, il faut juste se dire que c'est un ordinateur. C'est notre Internet sans serveur plus rapide où les ordinateurs peuvent se parler entre eux. C'est comme le Web 1 qui était militaire, le Web 2 qu'on utilise, et ça, c'est le Web 3, c'est juste l'évolution. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Moi, je le dis tout le temps. On s'en fout que le comité olympique 2024 pour Paris, là, qui vient de passer, ils ont utilisé la crypto. C'est pas ça qui est important. C'est quel réseau qui va les aider à faire tout ça indirectement. Parce qu'eux, ils ont des gros clients maintenant. Là. Ethereum, ils ont des énormes clients maintenant et les gens ne réalisent pas. Chainlink, ils ont des gigantesques clients. Quand tu viens lever ce point, ce que les gens doivent se poser comme question, c'est OK, l'immobilier, la tokenisation, les contrats sur des contrats intelligents, blockchain, même s'ils voudraient faire leur blockchain privée. Quelle compagnie va faire le transfert de données? Quelle compagnie va faire ci? Quelle compagnie va faire ça? Puis ça, tu n'as pas le choix la plupart du temps. Tu es obligé d'aller vers des compagnies qui ont des actifs crypto, comme Chainlink. Moi, je suis pas mal sûr que dans les prochaines années, des réseaux comme Chainlink et Pit Network et tout ça, ils vont être absolument partout. Partout.
parce qu'ils connectent le monde réel à la blockchain. So, si tu prends, exemple, l'immobilier et tu le mets sur des contrats intelligents, mais tu as besoin que ça soit sur un layer 1. Maintenant, tu as 2 choix. Tu vas utiliser des layer 1 comme Ethereum, comme ça, tu n'as rien à faire, c'est déjà prêt. Ou tu crées ton propre réseau privé, mais tu dois quand même transférer les données. Mais pour une compagnie, c'est quoi le plus facile? Commencer à te casser la tête à créer ta propre blockchain. Créer une application sur une blockchain, c'est pas difficile. Créer une application sur Ethereum, c'est pas difficile. Il y a plein de compagnies qui t'aident à le faire. Créer une blockchain, c'est un autre niveau. Faire le transfert de données, c'est un autre niveau. So, la question aussi qu'il faut se poser, c'est OK, s'il y a cette tokenisation dans la crypto, s'il y a ça qui se passe dans l'immobilier, les hypothèques, tout ça, puis moi, je suis 100% d'accord avec toi que ça s'en vient même beaucoup plus vite que les gens le pensent. Mais c'est qui les acteurs principaux qui vont aider vers ce transfert-là? Est-ce que c'est des projets comme Ethereum? Est-ce que c'est des projets comme Chainlink? Parce que ça va être juste plein d'argent qui vont aller vers ce projet-là. Question pour toi. Moi qui est dans l'immobilier, dans les hypothèques, dans l'investissement, je veux être cet acteur. C'est quoi le conseil que tu as pour moi? Pourtant, j'ai quelqu'un, je connais pas grand-chose dans le blockchain, dans le crypto. J'ai perdu un peu j'ai perdu un peu l'info parce que j'ai suivi un peu plus l'immobilier les dernières années parce que je voulais absolument réussir. Alors, quelqu'un qui veut être un acteur principal, un acteur qui va permettre ces changements, qu'est-ce que je dois faire? Comprendre comment l'utiliser, en fait. C'est ça le gros challenge. Maintenant, les gens, ils sont très spécialisés dans un domaine, ce qui est correct. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans l'immobilier, même s'il veut s'intéresser à la crypto, aller bâtir un DApp, le connecter avec un oracle et faire tout ça, c'est de l'apprentissage. So, en fait, c'est l'avant-garde. C'est d'être le pont entre les deux. Un peu comme le notaire. C'est de venir comme, OK, toi, tu veux faire ça. Mais tu ne sais pas bâtir un DApp, tu ne sais pas comment utiliser Chainlink, tu ne sais pas comment les connecter. So, en fait, c'est des compagnies qui vont être des intermédiaires. Des compagnies qui vont aider des compagnies immobilières à développer leurs projets, à créer leurs NFT. Et là, quand je dis NFT, non, guys, ça ne veut pas dire une belle petite image d'un singe. NFT, c'est Non-Fungible Token. Les gens, ils voient NFT comme une image de singe. Un NFT, ça peut être ta montre, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Tickets. Ça peut être des tickets. Les billets aux Olympiques 2024, ils n'ont pas eu le temps de le finir, mais pour les prochains Olympiques à Los Angeles, c'est officiellement des NFT. So, les gens, ils vont aller sur, exemple, Ticketmaster ou peu importe quoi, ils vont acheter les tickets et sans savoir, sont en train d'acheter des NFT. Mais les gens sont... C'est ça qui est passionnant avec la crypto, c'est qu'au début des années 2000, les gens réalisaient qu'ils achetaient de la technologie. T'achetais un téléphone, tu le réalisais. T'achetais un ordinateur, tu le réalisais. Maintenant, les gens sont en train de participer dans la crypto et la blockchain et ils ne le réalisent même pas. Donc, ils achètent des billets pour aller voir un match du Canadien de Montréal, mais ils ne réalisent pas que ce billet est powered sur la blockchain d'Ethereum et ce billet, c'est un NFT. Pourquoi? Parce que c'est plus facile si jamais contre les faux billets déjà, pour les faux billets, pour traquer et tout ça. So, les gens sont en train de participer sans même savoir. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'ils sont en train de mettre leur argent dans quelque chose et ils ne savent même pas qu'ils mettent leur argent dans ça. C'est comme de la technologie cachée. Parce que c'est la même application, là. Il y avait Eventbrite qui parlait de passer sur le réseau de Polygon pour les billets et tout ça parce que ça allait leur coûter moins en frais puis ça allait être meilleur pour eux pour toutes sortes de raisons techniques. Mais toi, là, ton Eventbrite, il n'a pas changé, là. Le jour où tu vas acheter un billet Eventbrite, il n'y a rien qui a changé. Tu ne réalises pas qu'il y a un pourcentage de cet argent-là qui va pour payer des frais de Polygon ou d'Ethereum puis que tu pourrais être dans cette compagnie, acheter des actions, pas des actions, mais des tokens de cette compagnie-là, de ce projet-là. Les gens sont en train de participer de plus en plus sans même réaliser qu'ils participent parce que rien n'a changé pour toi. Mais en arrière, tout a changé. So, je dirais, si tu veux vraiment être un acteur, en fait, c'est d'être capable de créer ce bridge pour les gens. Comme moi, il y a beaucoup de personnes dernièrement qui m'ont dit, OK, mais tu sais comment on fait pour acheter, comment on fait pour ça. So, si tu veux être un acteur, c'est de réaliser toi, te poser la question, comment ça va être fait dans 20 ans pour les courtiers hypothécaires? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Comment moi, je peux être le bridge? Parce que présentement, tu sais, tu ouvres un ordi pour la plupart des gens et tu dis juste ouvre un wallet, ils ne sont pas capables. Là. Tu leur dis fais un swap, bridge, utilise, bâtis un DApp. Les gens ne sont pas capables. Donc, si toi, tu prends le temps de te concentrer à savoir faire ça, même si c'est juste pour un secteur spécifique, mais tu deviens la référence de ce secteur. Tout le monde se dit ah, mais si je veux aller sur la blockchain ou créer un DApp ou ci ou ça, dans l'immobilier, mais il y a telle personne qui est un gros investisseur immobilier, puis lui, c'est sa spécialité. Ça, en plus, il l'a fait pour ses business ou il l'a fait pour X, Y, Z. Je vais aller le voir. Donc, tu deviens la référence entre
cette industrie plus classique et cette évolution. Et tout de suite, ben, les gens vont venir te voir parce que tu es le point de référence entre les deux. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, par exemple, si on prend notre téléphone, il y a des applications qui permettent de Photoshop, qui permettent de faire plein de choses facilement, versus avant le téléphone ou il y a quelques années où si tu voulais modifier une photo, il fallait que tu t'apprends à travailler sur Adobe Photoshop. Exact. Aujourd'hui, tu peux le faire avec un claquement du doigt. Alors, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de faciliter aux individus, parce que la majorité des gens, on est paresseux. On veut que ce soit les choses, on veut que ce soit simple. Donc, je pense que blockchain, ce réseau doit être plus facile d'accès, plus facile à comprendre, de mettre des systèmes en place pour pouvoir le faire. Donc, autant pour mon monde à moi que pour votre monde à vous. Je pense que les gens qui sont comme peur de se lancer parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent beaucoup apprendre pour pouvoir le faire. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas nécessairement le temps. Pourtant, ils veulent avoir un certain investissement. Donc, je pense que c'est... Bon, je vois... Une des premières choses que je vois qui peut être changée, c'est la facilité d'avoir accès. C'est parce que c'est simple, mais c'est pas si simple. C'est de plus en plus simple. Attends, il y a 5-6 ans, c'était une autre histoire. Là. Il y a 5-6 ans, si tu voulais bridge quelque chose, là, tu peux même pas bridge, parce que si, il y a 5 ans, tu pouvais bridge. Mais tu voulais bridge quelque chose d'Ethereum à Solana. Bro, c'était genre horrible. Maintenant, il y a déjà plein de protocoles. Ça veut dire quoi, bridge? Par exemple, disons, tu peux avoir un projet qui est sur plusieurs blockchains en même temps. Ouais. Un des réseaux qui a aidé ça, c'est Chainlink. Chainlink, ils sont arrivés puis ils ont dit, OK, on a un problème. Ethereum puis Solana sont pas capables de se parler. Ils sont pas capables. Ethereum, je sais que c'est comme un genre de Bitcoin, right? C'est un layer 1. En fait, imagine que Ethereum, c'est comme un centre d'achat. OK. Et dans ce centre d'achat, tu peux bâtir des projets. Sur toi, par exemple, tu voudrais bâtir un projet immobilier crypto, mais tu peux aller le bâtir sur Ethereum. Tu n'as pas besoin de créer ta propre blockchain. Tu peux juste utiliser le réseau d'Ethereum pour que ça soit beaucoup plus facile. C'est comme un centre d'achat. Tu es dans un centre d'achat, tout le monde a son petit magasin, mais ils n'ont pas besoin de bâtir le centre d'achat. Ils font juste louer une partie du centre d'achat et ils font leur magasin. Mais il faut voir un peu Ethereum comme un centre d'achat qui vient louer son réseau pour que les gens puissent bâtir leurs projets crypto dessus. Et il y a des projets crypto sur Ethereum qui sont excellents et d'autres qui sont horribles. Et c'est ça qu'on appelle un layer 2. En fait, Ethereum, c'est un layer 1, c'est un premier étage. Et tous les projets bâtis sur Ethereum, c'est des layer 2. Si toi, tu fais le projet Serujan Token, ça va être et qu'il est bâti sur Ethereum, ça va être un layer 2 qui fait toutes sortes de choses. Chainlink, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est des réseaux fermés. Et Solana, c'est la même chose. Solana, c'est comme un Ethereum. C'est un centre d'achat qui fait compétition avec d'autres atouts et d'autres choses. Mais le challenge qu'ils ont réalisé, c'est les deux centres d'achat ne sont pas capables de se parler. L'information ne passe pas, c'est des réseaux fermés. La blockchain, c'est des réseaux fermés. C'est des réseaux ouverts, mais ironiquement fermés. C'est des circuits fermés. Chainlink, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ont créé la possibilité de transférer de l'information entre les blockchains et vers le monde extérieur. Un bridge, en fait, c'est par exemple, moi, j'aurais eu un token qui est, je sais pas, on va dire Sandbox. Sandbox, c'est un métaverse. Mais Sandbox, avant, j'aurais pu prendre ce token et l'envoyer sur la blockchain de Solana, une fois qu'ils ont mis l'intégration. Sur le projet Sandbox, ils se sont dit, nous, on ne veut pas juste être dans un centre d'achat. On veut être sur plein de centres d'achat. Comme Sephora, il y en a dans plein de centres d'achat. Sur Sandbox, ils ont dit, nous, on ne veut pas être juste dans le centre d'achat Ethereum, on veut être dans plein de centres d'achat différents où les gens peuvent utiliser plein de réseaux différents, dépendant lequel ils préfèrent. Tu vois, en grignon ou à ci ou à ça. Dans le temps, quand ils ont fait ça, c'était super difficile parce que il fallait toi-même que tu sois capable de prendre le token qui est sur Ethereum, le changer pour l'envoyer sur les réseaux de Solana. Ce qui faisait que la plupart des gens ne le faisaient pas parce qu'ils faisaient juste perdre leur crypto en faisant des erreurs. Mais maintenant, tu as plein de protocoles qui sont des ponts, des bridges, où littéralement en 30 secondes, si j'ai envie que mon sandbox, mon token sandbox, soit Ethereum, je le mets sur le réseau d'Ethereum. Je le passe sur Solana, je le passe sur le réseau de Solana. Là, tu vas me dire pourquoi je voudrais changer de réseau. Par exemple, Solana coûte beaucoup moins cher qu'Ethereum.
So, je vais me dire, OK, les frais sont moins élevés, je préfère les avoir sur le réseau de Solana, c'est plus rapide, ça coûte moins cher de frais. Puis des choses comme ça. Puis là, je pourrais aller deep, là, faudrait... Tu sais, là, j'ai sauté plein d'étapes d'explication parce qu'on pourrait rester des heures. Tu expliques vraiment bien. Puis une dernière question avant que... Là. Comment? Non, j'ai dit, c'est ça, j'ai sauté plein d'explications, là. Faudrait aller Mais c'est, plus étape par étape. je comprends parfaitement ce que tu dis. Puis une dernière question là-dessus. Moi, je suis venu pour apprendre aussi, hein, les gars. Alors, je vois beaucoup de personnes, d'organisations qui vont créer leur propre crypto. Right? Premièrement, pourquoi ils le font quand ils peuvent... est-ce que c'est dans l'ambition de devenir le prochain Bitcoin? C'est pour ça qu'ils le font ou ils font pas ça pour d'autres raisons? Et puis, je vois aussi les histoires de dump and pump, pump and dump. Pump and dump. C'est ça. Comment? Ouais, des pump and dump. Pump and dump. Pump Pump and dump. and dump. Donc, pour ceux qui sont dans ce monde, est-ce que c'est légal d'abord de faire du pump and dump? Je pense que non. Clairement, c'est... Non, c'est un pump and dump, c'est pas légal, mais c'est dur à prouver. Je t'explique. Si maintenant, moi, je te tue, c'est illégal. Mais si c'est dur à prouver que moi, je t'ai tué, ça reste illégal, mais est-ce que je vais aller en prison? Pas nécessairement. Parce qu'il faut que tu sois capable de prouver que c'est moi qui l'a fait. So, le truc avec les pump and dump, c'est que c'est pas légal, mais vu que c'est un réseau plus ouvert, la crypto, c'est extrêmement dur de prouver que tu as fait exprès de faire un pump and dump et de t'envoyer en prison. So, c'est pas légal, mais c'est comme les voleurs de banque dans les années 40 là aux États-Unis, qui avaient des meilleures voitures puis des meilleurs guns que la police, puis ils volaient une banque une après l'autre, puis ils se faisaient jamais arrêter. Mais c'est un peu le même principe. Bien sûr, la technologie va évoluer, puis éventuellement, ça va plus être le cas. Mais ce qu'il faut réaliser de la crypto, c'est que c'est un petit peu comme fin des années 90, début 2000 avec la technologie. Tu sais, quand il y a eu le tech bubble, puis tout le monde était comme « Oh my God, la technologie, l'Internet, les ordinateurs vont révolutionner le monde. » Le challenge avec ça, c'est que toute bulle, tout hype part avec un fond de vérité. C'est vrai, la technologie allait complètement révolutionner le monde. Mais qu'est-ce que les gens ont fait dans les années 98, 99, 2000, juste avant le drop de 2001-2002 dans la bubble tech? Ils achetaient toutes les compagnies tech qui existaient. Tout ce qui sortait, ils l'achetaient. C'était genre une frénésie. Là. Les gens étaient crazy. Il faut acheter la technologie, c'est le futur, c'est le futur, c'est le futur, c'est le futur. Le marché, en général, c'est juste une bulle. Moi, je dis toujours, je m'en fous que c'est l'immobilier ou la crypto, les stocks, c'est une bulle. Pourquoi c'est une bulle? Parce qu'il y a des êtres humains émotionnels derrière. S'il n'y avait pas d'êtres humains émotionnels, le marché ne serait jamais une bulle. Ça serait toujours une belle courbe. Mais les gens sont prêts à overbid sur quelque chose qui vaut plus ce prix-là ou à underbid, à vendre moins cher que quelque chose vaut le prix. Tu sais, si présentement, on pense que ça, c'est la dernière maison à Montréal, les gens, ils vont comme surenchérir leur vie. Pourtant, c'est pas vrai qu'elle vaut 1,5 million, là, elle vaut 800 000. Ça veut pas dire que l'immobilier est mauvais. C'est juste que les êtres humains sont émotionnels et sont en train de overbid sur quelque chose. Et à l'inverse, en 2008, quand le marché a crash, les gens, ils avaient tellement peur, ils vendaient une maison ils ont acheté à 500 000. La maison valait 300 000 et là, ils la vendent de 100 000. Mais là, c'est aussi débile, tu vois, parce que tu es quand même en train de la vendre bien moins que ce qu'elle vaut vraiment. Mais ça, c'est à cause des émotions des êtres humains. Sur moi, je pense que le marché, à la fin de la journée, peu importe quel marché on regarde, le marché, c'est la représentation pure et simple de tout l'argent et de tous les investisseurs qui sont dedans. Mais ces investisseurs-là prennent des actions basées sur des facteurs, comme des vraies données, comme le taux de chômage, l'inflation et tout ça. Mais on s'en fout, parce qu'ils prennent des décisions émotionnelles basées sur des vrais facteurs. So, même si les facteurs fondamentaux et macro ou microéconomiques sont vrais, les gens prennent des décisions émotionnelles sur ces faits-là. Et eux, ben, ils n'ont pas raison parce qu'ils sont émotionnels. So, automatiquement, pour moi, les gens qui sont comme, ouais, macroéconomie pour le marché et tout, it's bullshit. Parce que c'est pas macroéconomie, marché. C'est macroéconomie, investisseur qui a des émotions, marché. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que le marché, souvent, est soit over the top, c'est juste overpriced ou underpriced. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'un marché soit fair priced. La plupart du temps, il est overpriced ou underpriced à cause des émotions des gens qui viennent overbid ou, à l'inverse, juste choke puis vouloir tout vendre puis pas acheter. Alors, c'est un peu la même chose maintenant avec la crypto qu'au début des années 2000. Les gens étaient dans cette frénésie de
la technologie, c'est le futur. Et c'est ça le plus dangereux, guys. C'est que toute bulle vient d'un fond de vérité. C'est vrai que la technologie, c'était le futur. Mais est-ce que c'était le futur comme ils pensaient à ce moment-là? Non. So, ils ont commencé à rentrer de l'argent comme si on était en 2015, mais on était en 2000. Le marché ne pouvait pas supporter ça. C'est un peu comme les NFT. Donc, NFT. Comme les NFT. Comme les NFT. Les NFT, c'est pas mauvais là. Tout le monde qui pense que maintenant les NFT, c'est mort et tout. Les NFT, c'est loin d'être mort. Mais les NFT, c'est le futur. Mais c'est un excellent exemple, Seroujan. Excellent exemple. Les NFT, c'est le futur. Le challenge, c'est que les gens ont rentré dedans comme si c'était le futur, comme si on était en 2035. Ce qui s'est passé en 2020, en 2035 va être normal. Mais si tu mets trop d'argent trop à l'avance, le marché n'est pas prêt pour ça. So, les gens sont rentrés dans la bulle de la technologie en 2000 comme si c'était 2015. Le marché n'était pas assez vieux. Il n'avait pas assez, j'ai juste le mot fermenté là, mais c'est pas fermenté, mais il n'avait pas assez mûri. Il n'était pas prêt à cette somme d'argent-là. Et tu sais, le nombre de compagnies qui se sont créées de 1999 à 2001, et en 2003, ils ont fait faillite. 2002, c'était fini, là, tu les as jamais revus. Plein de startups dans la technologie, à gauche, à droite, plein, chaque mois. Genre, Silicon Valley, là, c'était une usine là, à freaking compagnie de technologie. 99% sont plus là, littéralement. Ils ont toffé 2 ans parce qu'il y avait ce hype, puis tout le monde rentrait, puis l'argent rentrait, puis les taux d'intérêt étaient bas. Quand les taux d'intérêt sont bas, souvent les prêteurs se battent, pas tous, hein, mais souvent les prêteurs se battent pour donner de l'argent plus facilement parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Fait que, anyway, et l'argent, il a commencé, et tu as eu plein de gens qui ont commencé à faire des emprunts ils n'étaient absolument pas qualifiés pour emprunter ces sommes d'argent. L'argent allait de tous côtés, puis la bulle, elle a pété. Mais il faut réaliser que la bulle, c'est l'être humain. Les gens sont comment la bulle? 2008, c'est des êtres humains. 2002, c'est des êtres humains. 2020, T2, c'est des êtres humains. Les bulles, c'est nous qui les créons. So, ironiquement, c'est notre avardise, notre greed ou notre fear qui crée ces mêmes bulles. Et je parlais de ça, je pense que c'était avec Roman ou JP dernièrement. Justement, c'est parce que les gens, ils ont une fausse croyance sur le risque. So, maintenant, tout le monde est comme, la crypto, les ETF de BTC, d'Ethereum, c'est le futur. Oui. Mais est-ce que c'est le futur comme les gens pensent comme maintenant ou c'est le futur dans 10 ans? Parce que si c'est le futur dans 10 ans et que tu mets l'argent maintenant, ça va pas toffer, là. Parce que le marché n'est pas prêt pour ça. C'est juste du freaking hype. Sur la crypto, c'est un peu la même chose. Il y a plein de projets, plein de petits projets, plein de projets de merde qui n'arrêtent pas d'apparaître tous les jours, comme dans le début des années 2000 avec la tech de la technologie, le bubble tech. Même chose, plein de projets qui sont de la pure merde. Mais à l'intérieur de ça, il y a aussi des projets absolument incroyables. C'est juste, il faut avoir les connaissances et le contrôle émotionnel de réaliser qu'est-ce qui est de la pure merde ou pas. Puis de prendre le temps de faire non, ça fait du sens, ça en fait pas. Mais les gens, ils sont drive by greed. Puis moi, j'aime souvent utiliser l'exemple quand on parle du risque et de l'investissement des automobiles, les VUS aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà réalisé que la plupart des accidents les plus graves et même mortels, c'est des gens qui ont des VUS, les grosses automobiles, les grosses voitures? Pourquoi? Théoriquement, les grosses voitures sont censées être plus sécuritaires, non? Mais plus tu te sens en sécurité, plus tu vas adopter un comportement risqué. Et vu que maintenant, tu agis avec plus de risques parce que tu te sens en sécurité, ça devient plus risqué. Je vous donne un exemple. Moi et ma copine, on voulait faire notre permis de moto puis acheter une moto. Mais on veut pas une moto pour Harley Davidson. Non, on veut genre Ducati. Tu sais, la moto que tu sais que tu vas acheter et que tu vas abuser sur l'autoroute à 2 h du matin quand il n'y a personne, tu vois. So, on s'est dit, alors on va devoir acheter le full gear. Le full gear, comme le meilleur gear possible. Comme ça, si t'as un accident, t'es chill. Puis là, on s'est regardé puis on a dit, tu réalises que parce qu'on va acheter ce full gear, qu'on voit comme une protection, on va prendre un comportement plus dangereux, ce qui fait en sorte qu'on va être plus à risque parce qu'on se pense plus protégé. Alors que si on n'a pas le full gear puis qu'on est en t-shirt, on va prendre un comportement moins dangereux, ce qui va faire que finalement, être en t-shirt, c'est moins risqué qu'être en full gear parce que tu vas faire plus attention. Tandis que quand tu es en full gear de moto,
ben maintenant tu prends plus de risques. So, finalement, tu es plus en danger et plus à risque que quand tu n'avais rien parce que tu prends un comportement plus risqué. Et les gens agissent comme ça dans leur vie tous les jours. Ils investissent dans des trucs qu'ils pensent sécuritaires, mais parce qu'ils pensent sécuritaires, ils viennent overbeat dedans, ce qui fait que ça devient un comportement risqué, ce qui fait qu'ils sont plus à risque que le risque était existant. Ça, c'est eux-mêmes qui le créent. En tout cas, J'adore la passion. J'adore la passion. je sais pas si ça répond à ta question. Ça Là, répond vraiment parfaitement à la question. Merci. Ouais. Donc voilà. Il faut que j'arrête de parler parce que là, on va partir longtemps. Good. Sur le risque, non, c'est vrai. Mais, Question pour vous. Est-ce que vous avez de l'investissement immobilier? Moi, bientôt. Très bientôt. Bientôt. Super. moi tu vois, je sais que je devrais. Quelque chose qui me bug, genre. C'est quoi le blocage? J'aime trop les choses liquides. OK. Et l'immobilier, j'étais en train de regarder là. Donc, ça veut dire que, juste pour bien comprendre, que la crypto, c'est liquide parce que tu peux le vendre n'importe quand. C'est ça? C'est ça que je veux dire, ouais. Ok. Plus facilement. Ça veut pas dire que c'est nécessairement bon, là. Mhm. Je dis pas que c'est. Moi, quand je dis que je préfère quelque chose, ça veut pas dire que c'est meilleur ou moins bon. C'est juste une préférence. Tu peux préférer le poisson, ou le steak. Ça veut dire pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste une préférence. Dernièrement, par exemple, avec les taux d'intérêt qui sont hauts, puis les gens qui sont plus capables d'avoir d'argent facilement, là, je regardais peut-être des terrains, mais je veux pas je veux juste le terrain. Moi, genre les Pourquoi le terrain? locataires. Parce que je me dis, à la fin de la journée, tu peux pas avoir une maison sans terrain, mais tu peux avoir un terrain sans maison, puis éventuellement bâtir quelque chose dessus. Ça, je veux le land. Ça, oui, peut-être que je vais commencer à regarder pour du terrain. L'immeuble, pour l'instant, je sais pas pourquoi, c'est comme, je m'en fous un peu. Je suis comme, c'est une maison, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est un immeuble. Et peut-être que j'ai complètement tort, mais je suis pas en... Il a tort. Écoute, je peux dire la même chose pour la crypto. Est-ce que j'ai tort? Clairement, j'ai tort, right? Donc, j'ai tort de ne pas avoir investi plus jeune ou de ne pas avoir gardé mes bitcoins pendant si longtemps parce que j'aurais quelques zéros dans mon compte bancaire de plus. Alors, je pense que il y a plusieurs types d'investissements. Je pense que l'objectif, c'est d'investir le plus rapidement possible dans des choses qui vont prendre l'appréciation, comme la crypto, l'immobilier. Si on est capable de faire quelque chose où l'argent travaille pour nous, c'est déjà un bon départ. Maintenant, ce que j'aime de l'immobilier, c'est aussi vieux que la prostitution. c'est un investissement qui est sûr depuis si longtemps. Et quand tu fais un bon choix, tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances, tu vois, pour pouvoir le faire. Comme la crypto, j'ai l'impression que faut que tu rendes un peu pour pouvoir comprendre. Tandis que l'immobilier, nos parents l'ont fait, nos arrière-parents l'ont fait, donc c'est quelque chose qui est ancré un peu en nous. Alors, c'est un véhicule d'investissement qui est facile d'accès et ça ne prend pas beaucoup pour pouvoir accéder à l'immobilier, contrairement à certains pays, comme notre pays à nous, où tu as besoin techniquement d'acheter cash la maison. Je ne sais pas s'il y a des hypothèques aujourd'hui, j'en doute fort. Alors, c'est plus facile, 5% de mise de fonds, t'achètes. Et moi, j'ai ces regrets parce qu'à l'âge de 18 ans, j'avais acheté ma première maison parce que mes parents m'ont poussé à acheter. J'avais un 20 000 $ en dessous de mon matelas. Là, ma mère, elle rentrait souvent dans la chambre pour voir si je cachais pas de la drogue ou je faisais pas de bêtises. Et finalement, elle a trouvé mon 20 000 $ d'accumulé en comptant, enroulé avec soit des élastiques ou dans les enveloppes. Et là, elle voit ça, elle me dit, Surgeon, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Pourquoi tu fais pas quelque chose avec? J'ai dit, comme quoi? Eh bien, écoute, on pense acheter une maison à Ajax, en Ontario. Pourquoi tu ne veux pas avec nous? J'ai dit, bon, c'est mes parents. Je peux pas me faire avoir. Il faut faire attention avec quels parents, mais mes parents, c'est correct. Alors... Alors là... J'ai bu de l'eau en même temps, c'était dangereux ce moment. Alors là, j'ai investi, quoi. J'ai investi mon 20 000 à 22, pardon, j'ai commencé dans le courtage. Mes parents m'ont donné ce 20 000, ils m'ont donné 30 000 de plus parce que ça a pris de la valeur. On a acheté comme 700 000 pendant la bulle immobilière en Ontario. Ça a pris énormément de valeur dans ce temps-là. Et à partir de là, j'ai arrêté jusqu'à comme 27 ans. Pourtant, j'ai donné des conseils d'investissement, mais je n'ai pas nécessairement investi dans l'immobilier. En fait, pardon, j'achetais pas, mais j'ai investi différemment dans l'immobilier, comme dans le prêt privé. J'ai plusieurs propriétés où j'ai des rendements. Bref, ça, c'est un autre sujet. Alors, et j'ai ce regret parce que
mon erreur, c'est que je ne qualifiais pas. Je faisais pas assez de sous. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je mets 2 personnes ensemble. Toi, tu as de l'argent, toi, tu as le deal, boum, donne-moi mon code. Ou donne-moi une partie de ton équité, de la propriété. Je fais ça aujourd'hui. Mais ça a été un grand blocage, puis je suis certain que j'ai perdu des centaines de milliers de dollars. Parce que je n'ai pas agi plus rapidement, parce que je ne qualifiais pas, parce que j'étais travailleur autonome. Mon T4 2021 était 21 000 $. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre que je fasse plus de sous. Alors, ça a pris beaucoup d'années pour pouvoir agir. Puis aujourd'hui, bon, là, je suis full force. Je me dis, j'ai 30, donc je vais acheter jusqu'à mes cinquantaines, puis je vais aller chercher le plus de blocs possible. Mais ce que j'aime de l'immobilier, c'est pas nécessairement une autre de mes erreurs, c'est parce que je voulais faire mon argent sur le cash flow. Comme tu as dit, liquide. Je voulais que ce soit le plus liquide possible. Et ce que j'ai vu des investisseurs, man, j'ai des investisseurs, des gars de 23, 24, 25, dans la trentaine, qui sont multimillionnaires en actifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des immeubles qui vaut des centaines de milliers de dollars, une petite hypothèque, mais ils sortent de l'argent de leur poche pour pouvoir payer l'hypothèque, parce que des fois, il y a des immeubles qui ne sont pas rentables au niveau de cash flow, mais ils ont acheté à 1 million, ça vaut 1,5. Il y a des gars qui sont ultra futés dans l'industrie. Ils achètent, optimisent, ils le revendent. Donc, je pense que si tu n'as pas nécessairement l'envie, tu devrais probablement t'associer avec d'autres personnes si tu as les fonds. Si tu n'as pas les fonds, ça va être une autre chose. Ça serait peut-être trouver des deals. Et tu n'as pas nécessairement le temps pour pouvoir des deals parce qu'il faut que tu sois dans l'immobilier pour pouvoir le faire. J'ai des gars. J'ai un gars en particulier. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de trouver des deals, des opportunités. Il va cogner à des portes, il va frapper des portes, il va trouver des immeubles en détresse, des vendeurs motivés à vendre, qui sont dans des situations difficiles au niveau financier. Puis, ils veulent à tout prix vendre. Donc là, j'ai un deal en ce moment. Il achète à 800 000. Il met 200 000 de cash. Guess what? Son cash, c'est pas lui. C'est d'autres personnes qui l'amènent. Des salariés qui ont économisé leur argent pendant très longtemps. Puis eux, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Puis lui, il les a vendus sur l'immobilier. Il met 200 000 et il prend 50-50 de part sur l'immeuble. La beauté dans ce deal, c'est que ça vaut 1,2 après optimiser, après avoir augmenté les loyers. Tout ce qu'on a besoin, c'est des opportunités. Puis il y a des gars qui font que ça, de trouver des opportunités. Puis si ils apprennent que tu as de l'argent, trust me, ils vont à ta porte demain. Right? Et ils vont te présenter des super belles opportunités. Right? Parce qu'eux, là, ils ne veulent pas nécessairement mettre leur cash, mais ils veulent aller chercher le plus de partenariat, plus d'équité dans chaque immeuble. Donc honnêtement, faut que tu regardes ça, simplement. Je pense que tant et si longtemps que tu le fais, éventuellement, c'est bon. Puis toi, mon ami, il faut que tu m'appelles. Je ne sais pas si qui tes contacts, là. On se parlait tantôt. C'est bon, guys. C'était vraiment un super de bel épisode. Ouais, un bel épisode. Ouais, Yeah. C'était très sharp. Puis c'est un sujet qui est un petit peu différent, mais en même temps, ça reste dans le contexte, C'est rare qu'on parle de blockchain. C'est rare que vous parlez de de blockchain, dans votre puis podcast. blockchain puis immobilier. immobilier, ouais. c'est rare. Ok. tu Mais vois. avec cet angle-là, ouais. Ouais, de cet angle-là. Ça, c'est good. Puis merci, Zergen. Ça fait plaisir. Yes, Sur le merci. podcast. Moi, j'ai beaucoup appris, donc vraiment content d'avoir été ici. Yes. Faut que tu ailles Yes. écouter les derniers épisodes, tu vas les adorer. En plus, Ouais. on vient de faire un remaking des 15-20 derniers épisodes où on a refait les épisodes qu'on a fait il y a 3 ans, puis on parle c'est quoi la blockchain, c'est quoi un NFT, c'est quoi Bitcoin, c'est quoi Ethereum. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, Check, j'ai- c'est j'en ai- simple. 20-30 minutes. C'est simple, Gory va faire un follow-up avec toi dans une semaine. Si t'as écouté aucun épisode, il va venir te taper les fesses. Habitué, avec la règle. Avec la règle. On n'a pas le droit ici, Gary. On n'a pas le droit ici. Alors, ouais, bien sûr. Écoute, j'en regarde un peu, là, parce que quand Gary il pose quelque chose, je prends le temps de regarder, puis j'en ai vu certains des épisodes où tu parles. Certainement, je vais réécouter. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que c'est le next step pour pouvoir, tu sais, peut-être avoir d'autres placements ailleurs que dans les REER, quoi. Yeah. On va arrêter là, Il a dit le mot REER, puis... That's it. Alright, ben merci beaucoup d'avoir été là, guys, et on se voit sur le prochain épisode. Let's go. Hey!